Module 5, succès et écueil. Dans ce module, on va regarder de plus près ce qui fait marcher ou échouer les projets d'IA en journalisme. Et surtout, comment on peut éviter les pièges les plus courants. Oui, en s'inspirant des bonnes pratiques et, bien sûr, des succès passés. C'est un sujet essentiel. Absolument, parce que l'enthousiasme pour l'IA, c'est bien, mais ça peut cacher des difficultés bien réelles. Exactement. Comprendre où d'autres ont pu trébucher, c'est déjà se donner plus de chances de réussir. Tout à fait. Et ce qui me frappe tout de suite dans les retours d'expérience, c'est un point presque contre-intuitif. C'est l'importance de questionner ses propres certitudes, avant même de parler technique. C'est ça. Ce n'est pas juste une question de code ou d'algorithme. C'est d'abord une forme d'introspection en quelque sorte. On pense connaître son public, on pense connaître les problèmes. Voilà. Et l'IA, en fait, nous force un peu à vérifier tout ça. Prenez Dagens Næringsliv, le journal norvégien. Eux, ils pensaient que leurs jeunes abonnés étaient, disons, représentatifs de tous les jeunes lecteurs possibles. Ah oui, mhm. Et ce n'était pas le cas. Eh bien non. Les données ont montré que c'était plus complexe. Donc, remettre en question ses propres biais, c'est fondamental. Ou un autre exemple, SWR en Allemagne. Le radiodiffuseur public. Oui, ils ont utilisé l'IA pour tester comment différentes cibles, ce qu'ils appellent leur persona marketing, percevaient vraiment leur campagne. C'est très instructif. D'accord. Donc, premier point essentiel, attention à nos propres angles morts. Ensuite, il y a cette idée qui revient souvent. Commencer petit, mais voir grand. Ça paraît logique, mais est-ce que ça ne risque pas de brider un peu l'ambition? C'est un équilibre à trouver, c'est vrai. Commencer petit, c'est surtout être réaliste. Un projet plus petit, c'est plus simple à gérer, c'est moins cher, Et on apprend plus vite, j'imagine. on apprend beaucoup plus vite. Exactement. L'équipe Automating Visuals, par exemple. Au début, ils voulaient générer plein d'images différentes pour plein de secteurs. Ambitieux? Mais ils ont dû, disons, réduire la voilure, se concentrer sur un créneau plus précis, l'immobilier, pour arriver à quelque chose de concret. La complexité, au départ, ça peut vraiment tuer un projet dans l'œuf. Ça nous amène à un autre point crucial, le temps. On a souvent l'image de l'IA comme une solution miracle, rapide. Mais ces projets, ils prennent du temps, n'est-ce pas? Oh que oui. Parfois terriblement long. La recherche, la conception, les tests, et surtout la collecte et le nettoyage des données. Ça peut prendre des mois. Des mois. Oui, oui. Les participants à nos bourses Journalism AI, par exemple, ils mettent souvent 6 mois et souvent à temps partiel, juste pour arriver à un prototype. Il faut vraiment prévoir large niveau planning. D'accord. Et si on bloque, si on n'a pas les compétences en interne? La collaboration avec des chercheurs, des universitaires, ça semble être une piste. Une très bonne piste, oui. Au coup Publico, au Pérou, c'est un super exemple. C'est un média d'investigation. Oui, je connais. Eh bien, en travaillant avec un chercheur, ils ont transformé un algorithme assez théorique qui détectait les risques de corruption dans les marchés publics en un outil vraiment utilisable. Ils l'ont appelé FUNS. Ah, intéressant. Ça débloque des situations et ça apporte une autre dimension, plus scientifique parfois, au projet journalistique. Donc chercher de l'aide à l'extérieur, ça peut vraiment payer. Mais à l'inverse, est-ce qu'il faut toujours viser des transformations hyper complexes? Est-ce que des solutions IA plus simples peuvent suffire? Souvent, oui. Et c'est important de le dire, l'IA n'est pas forcément là pour tout révolutionner du jour au lendemain. Parfois, juste améliorer les flux de travail qu'on a déjà, ça peut être très très efficace. Vous avez des exemples? Bien sûr, l'extension Chrome du journal suisse Le Temps, qui aide à résumer des articles, ou le chatbot SMS de ProPublica pour leur enquête Black Snow, ou même plus simple encore, les bots SMS de Tamedia, un autre groupe suisse, pour diffuser les résultats des élections. Donc des outils utiles, concrets, sans être forcément de la science-fiction. Exactement. Utile et efficace. C'est plutôt rassurant. Mais il y a des domaines où l'IA fait quand même un peu plus peur. Je pense notamment aux prédictions. Pourquoi cette méfiance spécifique en journalisme? Parce que le risque est énorme. Imaginez une prédiction erronée sur une épidémie, une élection ou je ne sais quoi. Les conséquences peuvent être désastreuses. Exactement. Pour le public d'abord, et puis pour la crédibilité du média qui peut être anéantie. L'IA peut dégager des tendances, analyser des données passées, mais prédire l'avenir, ça reste extrêmement hasardeux. Et potentiellement très dommageable, la prudence est vraiment de mise. Et les fameux grands modèles de langage, les LLM, qui sont un peu partout maintenant.
C'est très prometteur, mais comment on les utilise sans tomber dans leur piège? Je pense aux biais ou à ce qu'on appelle les hallucinations. C'est le grand défi du moment, oui. La clé, je pense, c'est un usage responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours une supervision humaine forte. L'humain dans la boucle, toujours. Toujours. Des lignes directrices claires sur ce qu'on demande à l'IA. Et puis, être transparent. Dire ce qui vient de l'IA et ce qui vient d'un humain. On voit des organisations comme l'INA, en France, l'Institut national de l'audiovisuel. Oui, avec leur Toolbox IA, ils testent, ils valident les tâches avant de les déployer. Ou l'AFP qui développe des agents IA supervisés, par exemple, pour interroger leur manuel interne. L'idée, c'est vraiment d'encadrer, de tester, de former les équipes et surtout de garder le contrôle. L'humain reste au centre, donc. Un dernier point peut-être. La notion d'échec. Si un projet n'atteint pas ses objectifs de départ, est-ce que c'est forcément un échec total? Non, pas nécessairement. Et ça, c'est peut-être une des leçons les plus importantes. Un projet peut ne pas livrer l'outil dont on rêvait au départ, Oui. mais il peut générer des connaissances hyper précieuses sur les données qu'on a. Il peut forcer à améliorer l'infrastructure technique, comme ça a été le cas pour Tamedia, ou plus simplement, il peut enseigner à l'équipe ce qu'il ne faut pas faire la prochaine fois. Voir l'échec comme une source d'apprentissage, en somme. Absolument. C'est crucial si on veut innover. Donc, si on résume, pour réussir avec l'IA en journalisme, il faut d'abord se méfier de ses propres a priori, ensuite, bien planifier, commencer petit, prévoir du temps. Ne pas hésiter à collaborer, Tout à fait. parfois viser la simplicité plutôt que la grosse artillerie technologique, être très prudent avec les prédictions et les LLM, en gardant l'humain aux commandes, et accepter qu'un échec peut être riche d'enseignements. C'est une excellente synthèse de ce qu'on apprend de toutes ces expériences, oui. Et maintenant, peut-être la question qui reste en suspens. Au-delà de ces projets spécifiques, est-ce que l'IA est en train de changer la culture même des rédactions AR? Et si oui, est-ce qu'on est vraiment prêt pour cette transformation plus profonde? Voilà, peut-être une réflexion à emporter avec soi. Vous êtes maintenant prêt à découvrir le module suivant qui sera consacré à la suite de notre exploration du journalisme assisté par l'IA. Ce module fait partie du cours Journalisme AI Discovery en version française, préparé par Clément Vaillant. Journalisme AI Discovery est un projet de Polis, le centre de recherche sur journalisme de la London School of Economics and Political Science, LSE, soutenu par la Google News Initiative. Ce résumé est généré par Notebook LM, une IA de Google.